finalement en France. L'année 2023 n'a pas été si mauvaise que cela, malgré tous les problématiques. On sent que l'économie quand même est positive. L'Angleterre, puisqu'on parle de une économie positive, l'Angleterre aussi un peu. L'inflation semble maintenant être contrôlée. Qu'en pensez-vous de cela et comment est-ce qu'on démarre bien l'année 2024? Alors, on a envie d'être optimiste avec vous et on l'est par nature, puisqu'on est entrepreneur, on est chef d'entreprise, on se projette dans nos projets, dans nos investissements, mais la réalité, c'est quand même qu'il y a des nuages et les nuages ne sont pas nouveaux. Les perspectives de croissance en fait françaises sont très disparates selon les projections du gouvernement qui tablaient, et je crois qu'ils sont en train de réviser sur 1,4%. Rexecode est plutôt autour de 0,4%. Donc, il y a un différentiel de 1%. Beaucoup. 1%, ce n'est pas une paille, ça représente à peu près, en France, 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros de différentiel. Et donc, ça représente aussi, si on prend le niveau de prélèvement obligatoire français, à peu près, je fais des cotes mal taillées, à peu près 10 milliards de manque à gagner pour l'État. Donc, on sait déjà que l'État, dont les finances publiques ne sont pas, j'allais dire, dans une santé formidable, va avoir besoin encore plus de retrouver de l'oxygène. Alors, notamment parce que vous avez évoqué les taux, on renchérit le coût de la dette, et donc, alors, on est content de voir que ça aujourd'hui freine un peu, mais néanmoins, il y a ce besoin clairement exprimé par l'État. Et nous, on a reçu au vœu du MEDEF Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie, il y a quelques jours, et il l'a exprimé dans des termes extrêmement directs. On n'a plus d'argent. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la façon de stimuler la croissance, et ça c'est une perspective positive, la façon de stimuler la croissance aujourd'hui, c'est de trouver des mesures non budgétaires, des mesures de simplification qui permettent aux entreprises de développer leurs projets plus rapidement, d'avoir des autorisations plus rapidement, de pouvoir s'implanter sur un territoire plus rapidement, de réduire les délais de recours contentieux, de pouvoir, je ne sais pas, avoir moins d'obligations lorsqu'elles recrutent, d'avoir une capacité à recruter plus forte par des réformes du marché du travail. Donc, toutes ces mesures qui ne, j'allais dire, ne coûtent pas 1 euro, mais qui sont néanmoins attendues par les entreprises pour faciliter leur quotidien. Le président de la République a annoncé de façon aussi assez claire dans sa conférence de presse, je crois que c'était hier ou avant-hier, a annoncé très clairement qu'il y aurait un relèvement des seuils. Donc, il y avait déjà eu dans la loi Pacte un gel de certains seuils. C'est-à-dire que les petites entreprises n'auront pas à suivre. Au-delà de certains seuils, on a des obligations différenciées. Et on avait notamment fait cette étude qui démontrait qu'en France, il y avait en dessous du seuil de 50 salariés, par exemple, il y a quelques années, 1,8 fois plus d'entreprises qui étaient à 48, 47, 48, 49 salariés. Ça veut dire que le seuil de 50 était un seuil pas seulement psychologique, on avait aussi quantifié, ça coûtait, je crois 4% de la masse salariale. Ces études sont un peu nébuleuses, mais elles traduisent quelque chose d'une réalité. À 50 personnes, il fallait un comité d'entreprise. Il y avait un ensemble, pas que ça, il y avait un ensemble d'obligations liées au passage de seuil qui compliquaient la vie des entreprises. Que ce soit réel ou perçu, le fait est qu'on avait beaucoup plus d'entreprises qui étaient, semble-t-il, bloquées à 47-48. Il y avait même des entrepreneurs qui recréaient des entreprises pour ne pas se retrouver pris par le seuil. Donc la loi Pacte a permis, par exemple, ce seuil-là, de le geler sur 5 années consécutives, de sorte à avoir le temps d'adaptation, de digestion. Donc l'entreprise, si elle n'a pas 50 salariés 5 années consécutives, le seuil ne s'applique pas. Donc il y a moins de crainte à le passer. Donc tout ça, ce sont des exemples pratiques. Et puis pour juste terminer d'une phrase sur le panorama, et puis j'en ai terminé, il y a des secteurs qui souffrent énormément. Je pense au secteur de la construction. Alors là, c'est lié à la fois au taux d'intérêt, c'est lié aussi, j'allais dire, à la problématique d'accéder au foncier. Donc, il y a des problématiques très sectorielles, il y a des problématiques conjoncturelles et il y a des problématiques structurelles. Donc, ça, c'est pour le secteur de la construction. Gros problème pour nous en France qui pèse sur la croissance. Je ne sais pas si c'est la même chose au Royaume-Uni, mais c'est le cas en France. Il y a des secteurs qui se portent bien, contrebalancer. Le secteur du numérique. Hier, j'étais au vœu de Numéum, qui est la Fédération française du numérique. Croissance projetée en 2024, 5,9%. Et c'est en moyenne entre 5 et 6% par an pour ce secteur. Donc, on voit bien que les entreprises
du numérique, de la tech, des services, tire l'économie. Néanmoins, on a besoin de réindustrialiser. On a encore des sujets. Le président de la République le rappelait, dans les 5 dernières années, on a créé en solde net 300 usines, en solde net. Donc, il y a plus d'usines qui se créent en France que d'usines qui perdent. Après, il faut voir quel secteur, si c'est qualitatif, quel emploi, etc. Mais on sait que ça draine dans nos territoires beaucoup d'emplois et que ça a un impact sur le commerce qui, dernier point, tire beaucoup la langue. Il y a eu des faillites retentissantes. Hier, j'ai eu les chiffres de l'étude Altares sur le taux de défaillance en France. On est à un niveau historique depuis 30 ans sur une année glissante. Je crois que c'est 50 000 maintenant entreprises qui sont dans une phase sur un an glissant, dans une phase de dépôt de bilan, enfin de redressement, de phase de tribunal de commerce. Mais alors, vous dites, OK, simplification, c'est une bonne idée, mais il y a déjà des secteurs des secteurs qui ont été identifiés, qui pourront être, et des mesures qui seront prises dans les mois qui viennent pour simplifier, où il faudra attendre 1 an, 2 ans. Est-ce qu'il y a vraiment de la part du gouvernement une volonté de simplifier pour l'entreprise tout le secteur, toutes les mesures administratives? Et est-ce qu'il y a déjà des secteurs qui ont été identifiés où nous avons l'intention de simplifier les process et les méthodes? Alors, nous, d'une façon, j'allais dire, presque philosophique, oui, nous, au MEDEF, évidemment, d'une façon presque philosophique, on préfère des mesures de simplification qui sont interprofessionnelles. Parce que dès que vous commencez à avoir une approche sectorielle, vous recommencez à complexifier. Pourquoi? Parce que l'économie, ce n'est pas totalement un saucisson déconnecté. C'est-à-dire qu'il y a plein d'activités qui sont imbriquées, soit dans des chaînes de valeur, soit des activités connexes, soit c'est des activités, j'allais dire, qui sont porteuses autour d'autres activités. Et donc, vous aurez forcément un phénomène j'allais dire, pas de vase communicant, mais d'effets d'opportunité ou d'effets d'aubaine avec certains secteurs, entre guillemets, qui auront des mesures de simplification et d'autres pas. Et dans ces autres secteurs qui travaillent avec les secteurs dont les mesures de simplification s'appliquent, vous aurez des gens qui disent, mais pourquoi pas nous? Nous aussi, on aimerait être dans ce secteur. On en parlait juste avant. Je crois qu'il y a un petit bruit. Donc, on en parlait pendant le Covid, il y a eu ce sujet majeur. Il y avait les secteurs essentiels, les biens essentiels, non essentiels. Et à cette époque, on avait vu à quel point nous, au MEDEF, puisque tout nous remontait quasiment en direct, ceux qui n'étaient pas considérés comme essentiels, on faisait j'allais dire, un lobby à juste titre, hein, en disant, mais vous avez oublié ça, mais en fait, vous ne comprenez pas que telle entreprise, je pense, je ne sais plus quoi, aux blanchisseries, pour les hôpitaux, qui eux étaient forcément essentiels. Et donc, les services de blanchisserie, en support des hôpitaux, laver le linge, etc. Au début, c'est vrai que ce n'était pas ultra intuitif de se dire les blanchisseries, c'était pas. Donc, il y a plein de détails de la vie économique. Et donc, je ne crois pas, et quand je dis je, c'est le MEDEF, nous ne croyons pas que la mesure de simplification sectorielle, sauf sujet ultra technique, ultra pointu, soit la meilleure approche. La meilleure approche, c'est l'approche interprofessionnelle. Voilà, un taux d'ISPC pour tout le monde, c'est interprofessionnel. Des seuils qui sont supprimés, c'est interprofessionnel. Beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire, le seuil de 50, c'est plutôt pour des PME, TPE, PME, mais en France, on a 5 000 à peu près entreprises de taille intermédiaire, c'est 3 fois moins qu'en Allemagne, je vais très vite dans les chiffres, c'est à peu près 2 fois moins qu'en Italie, nord de l'Italie. Et donc, on sait très bien que c'est ces entreprises de taille intermédiaire sur lesquelles il faut s'appuyer pour créer des champions de taille importante qui ont la capacité d'investir en recherche et développement, en innovation, dans la décarbonation, dans l'intelligence artificielle, dans la RSE, puisque tout ça, c'est des coûts d'investissement. Alors, justement, parce que moi, je veux bien qu'on simplifie, mais au moment où on parle de transition énergétique, au moment où on parle de décarbonisation, au moment où on parle d'intelligence artificielle et de tout ce qui est cybersécurité, etc., qui vont être pour les entreprises, créer des coûts supplémentaires. Alors, comment on peut à la fois d'un côté tirer le profit de simplification, alors que de toute façon, un des défis, c'est des coûts supplémentaires pour les entreprises qui sont en train d'arriver. Ça dépend de la façon dont on voit cette transition, cette mutation. De toute façon, on y est, il n'y a pas de choix. Ah donc, nous, la façon dont on perçoit ces modifications très profondes, c'est plutôt des opportunités. C'est une transformation de nos modèles économiques, donc des opportunités.
ces investissements doivent être évidemment perçus à l'aune de ce que ça va rapporter. Et donc, il y a tout un débat sur la décarbonation, au-delà de ce qu'on peut voir dans les médias, de ce qui est dit dans la société civile, qui doit justement se concentrer sur quels sont les investissements. Et donc, nous, on a fait quantifier de façon macro au MEDEF ce que ça coûterait en surinvestissement de pouvoir justement se rattacher à notre trajectoire de décarbonation à l'accord de Paris au 1,5 degré, qui sont très ambitieux par rapport à la réalité de baisse des émissions mondiales aujourd'hui. Et donc, ça coûte 40 milliards d'euros en plus par an pour le secteur privé, tout secteur confondu, si on voulait vraiment se mettre dans, j'allais dire, les pas exacts de la trajectoire de l'accord de Paris. Aujourd'hui, on a 60% des technologies identifiées pour respecter cette trajectoire. On parlait tout à l'heure avec la vice-présidente de son projet de ballon pour le transport de marchandises décarbonées, oui, notamment pour le transport de marchandises. Et ben donc, c'est des investissements, c'est des millions et des millions et des millions d'euros. Et donc, à un moment donné, c'est la question de comment on finance tout ça et qu'est-ce que ça rapporte. Ce qui est clair, c'est que ça ne va pas coûter simplement aux entreprises, c'est aussi un coût pour les ménages, pour les usagers. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui de discours très clair je veux dire, de vérité sur ce sujet, parce qu'on a des consommateurs, on le voit lorsqu'on laisse le choix, à part une frange réduite ou minoritaire des consommateurs, qui a quand même le critère de prix, notamment dans cette période d'inflation. Et lorsqu'on parle d'inflation, on a une inflation effectivement conjoncturelle qui est liée à des questions peut-être de logistique désorganisée par des phénomènes géopolitiques. Aujourd'hui, on a j'allais dire, une problématique avec ce qui se passe en mer Rouge, mais on a aussi évidemment une inflation structurelle qui est liée à la décarbonation. Produire vert, ce n'est pas forcément produire plus cher, mais c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. L'industrie cimentière, aujourd'hui on sait faire alors, je ne sais pas si on peut dire du béton bas carbone, il y a des gens, mais on appelle ça comme ça, il y a la chimie verte. Mais en tout cas, il y a des procédés, des innovations qui sont sur le marché. Je le disais, 60% des technologies disponibles sont identifiées. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas forcément un modèle d'affaires. Donc, le défi pour nous, c'est d'accélérer pour chacune de ces technologies un modèle d'affaires qui soit créateur de valeur sur notre territoire. Typiquement, si je prends un exemple un peu rapide, on n'a pas vocation à être le réceptacle de tout ce qui est produit ailleurs. On a vocation à créer de la richesse sur nos territoires. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, de l'énergie, nous, on soutient de façon très puissante et depuis de nombreuses années, même quand c'était moins à la mode, la filière nucléaire, qui est une filière, et on partage ça avec le Royaume-Uni, qui est une filière, j'allais dire, industrielle, porteuse d'emplois dans nos territoires, parce que nos centrales, nos réacteurs sont partout sur le territoire. C'est 200 000 emplois qualifiés en France. Et aujourd'hui, on est passé quand même au bord du gouffre. Et pour ça, la situation terrible en Ukraine sur ce sujet a été, comme le Covid sur les chaînes de valeur, finalement, la situation en Ukraine, elle a été un révélateur sur les défauts de notre marché d'électricité européen, la façon dont les prix sont formés et sur les dépendances qu'on pouvait avoir en matière énergétique. Et sur la sécurisation des ressources pour les pays européens, des ressources énergétiques. Mais alors là, on a affaire avec le Royaume-Uni. Et là, on a un partenariat, je crois, très très fort avec le Royaume-Uni. Je ne sais pas lequel c'est. Je pense que c'est celui de François qui va. Ouais. Ah. Mais sinon, j'ai le micro là, s'il faut. Ah ben alors, nous l'avons. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui. Non? Bon. Moi, c'est bon. Et donc, il y a beaucoup à faire avec le Royaume-Uni parce que sur l'éolien offshore, sur le gaz, sur beaucoup de sujets, sur le nucléaire, parce que je ne suis pas spécialiste du secteur, mais il y avait ce formidable salon, c'était à Villepinte, je crois, du World Nuclear Forum ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est le plus grand salon, c'est le Bourget du nucléaire, avec en France une filière qui se structure un peu comme le J4, le GIFAS, donc nos industries de la défense. Donc, on a le JPEN maintenant depuis 5 ans qui est très en pointe et qui justement structure tout le marché des PME, etc. C'est un gisement gigantesque, le nucléaire, avec un retour très fort à l'échelle européenne, avec l'Alliance du nucléaire dont la France a été à l'origine, avec des nouveaux marchés en Pologne, en République tchèque. On voit maintenant qu'il y a des réflexions même en Allemagne, en Belgique, très légères en Allemagne. Mais ce que je veux dire, c'est que même en Allemagne, il y a des hommes politiques qui parlent de ça.
Donc, une économie compétitive, lutter contre l'inflation, c'est aussi avoir une énergie pas chère et c'est la façon dont on a trouvé. Et lorsqu'on réfléchit énergie, lorsqu'on réfléchit réindustrialisation, évidemment, c'est l'impact pour nos territoires. Un autre secteur c'est tout ce qui concerne la digitalisation, l'intelligence artificielle et la sécurité des données. C'est un secteur, là aussi, on parle beaucoup de cybersécurité, on parle beaucoup d'applications d'intelligence artificielle. Ça, c'est un secteur coûteux. De votre position Alors, peut-être, et alors c'est pas forcément la réponse immédiate à votre question, mais il y a un point très important, c'est-à-dire que l'Europe, la France, le Royaume-Uni n'évoluent pas dans un système fermé en autarcie. On a une montée en puissance, et sans faire de géopolitique de bistrot, on a quand même une montée en puissance à la fois des pays qu'on appelait émergents, je ne sais plus comment on les appelait, mais en tout cas de ce qu'on appelait il y a beaucoup plus longtemps les pays en développement, qui est énorme. Et cette émergence, elle est à la fois démographique, il y a quand même une bascule démographique qui est fondamentale, qui est fondamentale. Et la démographie a un impact. On le voit d'ailleurs sur les systèmes de protection sociale. Pourquoi on fait la réforme des retraites et on la soutient? Principalement parce qu'il y a des déséquilibres démographiques. Et c'est un problème pour toute l'Europe et le monde occidental n'est pas à la même enseigne. Ce n'est pas la même chose aux États-Unis, ce n'est pas la même chose en Europe et ce n'est pas la même chose entre tous les pays européens. Donc il y a déjà cette bascule démographique qui est énorme. Ensuite, qui est un défi pour nous, qui est un vrai défi. Ensuite, il y a le défi de l'innovation. Donc, je vais venir à un moment donné à votre question. Mais le défi de l'innovation, aujourd'hui, l'innovation, le nombre de brevets déposés, il est plus élevé hors Europe qu'en Europe. Et c'est un problème. Il y a le défi du marché des capitaux. Aujourd'hui, on voit que, parce que pour financer les innovations, il faut qu'il y ait des capitaux. On voit qu'il y a un effet de séduction de l'épargne européenne sur d'autres marchés de capitaux, notamment aux États-Unis, parce que les valorisations sont plus fortes, parce que le marché est plus liquide, parce qu'il y a un marché secondaire, parce qu'il y a plus de produits financiers, parce qu'il y a une perception, etc., etc. Et puis parce qu'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de marché des capitaux européens aujourd'hui. Donc ça, c'est peut-être un travail qu'on va faire. D'ailleurs, on réfléchit beaucoup à cette question dans le cadre des élections européennes pour proposer des nouvelles choses, et je crois que les gouvernements veulent avancer sur ce sujet. Il y a une question de rapidité et de force des investissements. On a un capitalisme d'État chinois face à nous, pour faire simple, qui sursubventionne ces entreprises. Donc, on fait face à du dumping. Il y a une enquête de la Commission européenne, notamment sur les véhicules, je crois, électriques, qui a été très documentée. La Commission ne lance pas ce type de processus s'il n'y a pas une bonne documentation faite en amont. Donc, il y a un vrai sujet. On a des entreprises chinoises qui ne respectent pas les règles de l'OMC. L'OMC est un peu ce qu'on disait de l'OTAN il y a 10 ans, qui est maintenant revenu à la vie, on peut le dire, de l'OMC. C'est quasiment l'encéphalogramme plat. On a des entreprises chinoises qui sont en situation de monopole sur leur marché domestique et qui vont écouler leur surcapacité sur les autres marchés. Je crois que la Chine est en train de construire une flotte de 60 bateaux pour les véhicules, dédiés aux véhicules à l'automobile. On sait qu'on va avoir des véhicules électriques qui vont être déversés. On voit déjà les parts de marché des constructeurs européens qui diminuent. De l'autre côté, on a les États-Unis. Alors, il y a d'autres pays, évidemment, les deux grands pôles, les États-Unis, où on a un déversement d'argent public absolument phénoménal, avec évidemment le fameux IRA, qui est, selon nos estimations, bien au-delà des chiffres qui sont annoncés, les 360 milliards ou 370 milliards. Nous, ce qu'on compte, c'est qu'on est quasiment autour de 1000 milliards avec les effets de levier, les autres éléments, et on oublie qu'il y a eu un investissement annoncé sur les infrastructures lorsque l'administration Biden était arrivée de 1000 milliards. Donc, c'est 1000 milliards plus, on n'a même plus la notion avec des ouvertures d'usines quasiment chaque semaine, les semi-conducteurs, etc., avec une politique américaine très dynamique, mais aussi très rapide dans l'exécution. Lorsqu'on dépose une demande, 3 semaines, 1 mois, on a une réponse. Lorsque ArcelorMittal dépose une demande avec Bercy pour une aide d'État sur son site de Dunkerque pour électrifier les hauts fourneaux,
ça prend 1 an et demi pour qu'on lui dise OK pour cette aide d'État. Et donc là, ils viennent de signer hier 800 millions d'aides publiques pour les aider à électrifier leur eau fournie. Donc, il y a quand même ces enjeux-là de rapidité. Et si l'Europe, chaque année, s'enrichit parce que le PIB augmente, donc oui, on est un peu plus riche, elle s'appauvrit comparativement. Le PIB par habitant européen en 15 ans, et d'ailleurs c'était une publication, je crois, anglaise qui le démontrait, je ne sais plus si c'était le Financial Times, ou je crois que c'était le FT, il y avait un schéma qui était très 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 clair, qui a fait beaucoup parler il y a un mois. Le PIB par habitant, en 15 ans, c'est quasiment écarté de moitié entre les États-Unis et l'Europe. Donc l'Occident n'est pas logé à la même enseigne, ce n'est pas une crise globale de l'Occident. Les États-Unis ont réussi à faire émerger dans les 20 dernières années des champions mondiaux, toutes catégories, plus monopolistiques encore que la Standard Oil en son époque, les fameux GAFAM, mais il y en a d'autres autour des GAFAM. L'Europe n'a pas une entreprise tech dans le top 50 mondial. Non. Mais elle a des entreprises quand même qui sont oui, mais, mondiales, mais pas tech. Oui, mais, et c'est pour ça qu'on en revient à la tech. Aujourd'hui, on voit bien, vous avez vu tous les redressements judiciaires de magasins et la difficulté des commerces de centre-ville, du commerce indépendant, et même du commerce de franchise, qui fait face à, et ça a été accéléré avec le Covid, puisque les habitudes ont quand même ont changé. L'achat en ligne est complètement, j'allais dire, monnaie courante. Et donc, on a quand même des plateformes très largement non européennes qui sont des portes d'accès au marché avec des conditions de vente. C'est vrai pour les industries créatives et culturelles. Les plus grandes plateformes sont américaines ou en tout cas ne sont pas européennes. Alors, pour revenir à Alors sur l'IA, parce qu'on sur l'intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle, la façon dont on voit les choses, c'est pas une technologie d'avenir, c'est une technologie du présent en fait, qui est déjà utilisée dans le quotidien des entreprises. Selon les estimations européennes, et d'ailleurs la France est un petit peu en retard contrairement à ce qui est dit ici et là, les entreprises européennes utilisent, il y a 30% des entreprises européennes qui utilisent à peu près l'IA au quotidien. Il y en a un peu moins de 25% en France. Quand on dit l'utiliser au quotidien, ça dépend des secteurs, il y a des pointes. Le secteur de l'expertise comptable va pouvoir avoir des cas d'usage très rapides et très simples. Tout ce qui est relations client, service, on dit en anglais Customer Relationship Management, Customer Experience. Tout ça est déjà très largement bouleversé. Vous avez aussi des outils, alors je ne connais pas tous les, je ne suis pas très spécialiste, donc je ne connais pas tous les outils français, j'aurais aimé prendre des exemples français, mais les suites de Microsoft, il y en a plein d'autres sûrement, ont déjà leur système Copilot, donc permet, ou des choses comme ça. C'est des petits cas, non mais c'est des petits cas d'usage à chaque fois qui sont utilisés. Donc des entreprises ont ces choses-là un peu sans le savoir, un peu comme ces histoires de blockchain qui sont utilisées par les groupes d'assurance ou banques. On utilise des systèmes sans forcément trop le savoir. Donc, les cas d'usage sont multiples. Ce qui est peut-être, donc, le premier point, c'est une technologie d'aujourd'hui. Pas une technologie de demain, c'est une technologie d'aujourd'hui. Le deuxième point sur le sujet, c'est que ça va bouleverser des équilibres sociaux et que, alors nous, on n'est pas du tout pessimiste. D'ailleurs, il y a des études de grands cabinets anglophones qui disent totalement l'inverse. Il y a une étude qui dit que ça va créer à l'échelle mondiale 300 millions d'emplois, l'autre étude qui dit exactement l'inverse, avec le même nombre d'emplois détruits en solde net. Donc en fait, personne n'en sait vraiment rien, on va tâtonner. Il y a une étude sur les entreprises qui utilisent de l'IA en France qui était sortie, et je crois que c'était le Conseil d'analyse économique, qui montrait que les entreprises qui utilisaient l'IA créaient plus d'emplois que celles qui n'en utilisaient pas. Et ça m'a fait penser, même si ça n'a rien à voir, à la robotisation, qui était un sujet qui a traversé beaucoup les débats publics en France il y a maintenant 15 ans. Il y avait même un candidat à l'élection présidentielle qui avait dit on va mettre une taxe sur les robots et on pourra travailler 24 heures ou 25 heures. C'était Benoît Hamon. Je caricature un peu sa proposition, mais c'était grosso modo ça. D'ailleurs, il y a ces réflexions aux États-Unis, en Californie, dans la Silicon Valley, de revenus universels. Bon, c'est un peu la même idée. La productivité va augmenter grâce aux machines, grâce à l'intelligence artificielle, et on n'aura plus besoin de travailler. Et donc, ça, c'est pas tout à fait juste parce que déjà, il faut s'imprégner, il faut réussir à intégrer cette intelligence artificielle avec notamment des parcours professionnels de formation continue qui vont devoir être proposés, de reconversion professionnelle, de formation initiale. Les métiers vont changer.
métiers vont changer et les organisations professionnelles qui gèrent tous ces systèmes de formation, en fait, vont devoir anticiper ces changements dans les bassins d'emploi, dans les secteurs, et proposer des solutions aux salariés pour ne pas les laisser sans réponse. Maintenant, c'est facile à dire comme ça sur les strates, c'est très compliqué à déployer et à faire. Et le troisième point, c'est la question de l'encadrement réglementaire, puisqu'il y a eu une réglementation européenne qui a été, un accord a été conclu dans le trilogue dédié en, je crois, décembre. Et donc là, on va voir comment la pièce va tourner, mais nous, on sait, pour le moment, c'est plutôt positif parce que ce qu'on voulait éviter, c'était de faire tomber une responsabilité sur ceux qui portent des intelligences artificielles, sur les producteurs d'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, si on fait peser une responsabilité juridique sur eux, il y a toutes les chances qu'ils ne souhaitent pas développer leurs innovations et leurs technologies en Europe, puisque finalement, tous les usages qui seront faits de ça leur seraient imputables. Ce n'est pas ce qui a été choisi, c'est plutôt les utilisateurs qui vont développer des produits qui auront potentiellement une responsabilité, pas ceux qui portent des intelligences artificielles. Il faut un cadre de régulation, on ne peut pas autoriser toutes les applications, on n'a pas du tout envie qu'il n'y ait pas d'acceptabilité sociale pour ça en Europe, et c'est heureux. On n'a pas envie d'un social scoring à la chinoise. Donc, il y a des choses qui sont à proscrire, à bannir, à interdire. Mais en même temps, et c'est toujours la difficulté, on veut créer le standard mondial sur ce sujet. Peut-être en voulant trop réglementer, on risque non seulement de ne pas avoir le standard mondial, mais en plus de devoir utiliser des IA faites ailleurs avec d'autres réglementations. Donc, nous, on est vraiment pour, comme d'habitude, pour une réglementation qui soit sur la ligne de crête, qui permette de donner de la visibilité pour investir, mais en même temps qui ne freine pas l'investissement. Un sujet quand même, on parle bien, on dit qu'il y aura plus des emplois qui vont changer, mais aujourd'hui déjà, on a un vrai problème de recrutement de main-d'œuvre qualifiée, que ce soit en France ou en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni a exactement les mêmes problèmes que nous en France. Quelles sont les raisons de ce problème de main-d'œuvre? Puisqu'on dit, écoutez, à ce moment-là, l'intelligence artificielle serait porteuse et serait positive dans ce domaine. Quelle est votre vision là-dessus, sur ce problème de main-d'œuvre? Alors, c'est très qualifiée? C'est très compliqué parce c'est multifacteur évidemment et malheureusement, il n'y a pas une baguette magique ou une solution pour régler le problème. Sinon, j'imagine que ça aurait été fait depuis longtemps. Le premier sujet pour nous, c'est l'orientation professionnelle. C'est peut-être pas très glamour de le dire comme ça, mais effectivement, la façon dont s'orientent les jeunes dans le système éducatif et de formation, c'est un enjeu parce qu'on peut avoir des cohortes qui sont positionnées sur des secteurs qui recrutent, ou des cohortes de jeunes qui sont positionnés sur des secteurs où il y a un trop-plein de main-d'œuvre, où il n'y a pas de perspective, et donc on alloue des moyens publics à former des jeunes qui n'auront pas de solution satisfaisante sur le marché de l'emploi. Donc, des moyens publics, notre argent à tous, et on crée du désespoir ou de la rancœur ou de la rancune de la part de ces jeunes qui ne voient pas leurs espoirs se transformer dans une réalité économique et un chemin, j'allais dire, vers l'emploi. Donc l'orientation est essentielle et l'orientation, comme on l'a fait, pas simplement de façon académique avec des conseillers d'orientation, on l'a fait en ouvrant les portes de l'entreprise aux jeunes. Et donc, on a invité le ministre, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, donc Gabriel Attal, maintenant Premier ministre. On l'a invité au MEDEF il y a 2 mois pour signer une convention, en tout cas pour annoncer une collaboration avec le MEDEF et notre soutien total à l'idée assez intelligente d'ouvrir des stages pour les jeunes qui sont au lycée en seconde. Il y a déjà les stages, entre guillemets, d'éveil en troisième. Et puis maintenant, il y aura des nouveaux stages en seconde parce que les jeunes dans ces âges changent extrêmement rapidement. Donc, ce n'est pas les mêmes maturités des jeunes en troisième qu'en fin d'année de seconde. Et donc, en fin d'année de seconde, c'est important parce qu'il y a aussi des choix qui se rapprochent, qui sont encore plus engageants peut-être pour le futur professionnel des personnes concernées. Donc, ouvrir beaucoup plus largement les portes des entreprises, ça veut dire aussi mobiliser toutes les entreprises. On sait très bien qu'il y a des entreprises que ça barbe un peu, peut-être d'avoir des jeunes une semaine, ils ne savent pas trop, puis ça prend du temps. Donc, et il faut le faire, parce qu'on ne peut pas d'un côté se plaindre de ne pas avoir des jeunes qui choisissent les bonnes voies, et de l'autre côté, pas leur ouvrir les portes. Après, il faut que l'éducation nationale ouvre elle-même ses portes à l'entreprise, ce qui n'est pas toujours facile et pas toujours gagné d'avance. Donc, on y travaille énormément. Après, il y a la formation, la vraie formation initiale.
Avec l'apprentissage, on avait 350 000, et ça a été rappelé par le président de la République, 350 000 apprentis il y a quelques années, mais quasiment 1 million en France. Donc là, il y a une révolution qui a été permise, une révolution à bas bruit, une révolution culturelle, mais qui a été permise par un ensemble de mesures techniques que le MEDEF a très largement portées. Lors du Covid, on a proposé qu'il y ait ces systèmes où l'État prenne en charge une partie de la rémunération de ses apprentis, parce qu'on ne pouvait pas laisser des jeunes, s'il y a 700 000 jeunes par an qui rentrent sur le marché du travail, on ne pouvait pas les laisser sans solution. La réforme des lycées professionnels, l'apprentissage et l'alternance, la formation continue et la reconversion, je l'évoquais juste avant. Et puis, au-delà de tous ces systèmes de formation, il y a plein de mesures spécifiques, comment on peut aider à passer le permis de conduire, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas dans des zones desservies par les transports publics. Comment on améliore dans les villes où il y a des transports publics, les transports publics pour qu'il y ait des arrêts de bus à côté des usines. Ça paraît évident, puisque c'est très peu su, mais les entreprises financent le transport public. Via le versement mobilité, on finance pour 8 milliards d'euros par an le transport public. En Ile-de-France, c'est la moitié des transports franciliens sont financés par les entreprises. Donc, on aimerait que les horaires, les trajets soient adaptés au lieu où se passe l'activité économique pour que les salariés puissent facilement bouger. En parlant de mobilité, il y a la mobilité géographique qui elle-même est contrainte par le logement. Les zones où on crée des emplois sont très concentrées. L'économie est extrêmement tertiarisée. C'est une bonne chose. On se désole qu'en même temps, il y a une désindustrialisation profonde, mais on pourrait faire les deux, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais l'économie est très tertiarisée, donc les pôles de dynamisme économique sont principalement en France, en tout cas dans les métropoles urbaines. Et les métropoles ont un prix de l'immobilier qui a flambé et qui touche d'ailleurs les salariés les plus précaires, puisque c'est le dernier décile qui a vu sa facture immobilière le plus augmenter. C'est quasiment 40% de leurs revenus qu'ils doivent mobiliser sur le logement. Alors, donc là, il y a, voilà, donc ça, c'est énorme, hein, c'est pas des petits, des 10%, voilà, c'est énorme. en moins de 10 ans. Et donc là, il y a un effort de construction. On est totalement en dessous des objectifs de construction. On construit 90 000 logements sociaux par an, là où il en faudrait quasiment 250 000. Et le problème, c'est que ce n'est pas le sujet d'une année seule, c'est que ce déficit, c'est chaque année. Donc, au bout d'un moment, on a en stock un déficit qui est plus d'1 million ou 1,5 million de logements. Donc, ça, c'est une vraie difficulté. Donc, il y a tout ce qui est mobilité géographique. On voit que la mobilité est très, très faible, très, très faible. Donc, ça, c'est pour l'encadrement. Il y a les salaires. Donc, il y a des branches professionnelles qui ont de la difficulté à suivre l'évolution, notamment de l'inflation, et qui doivent sans cesse renégocier les minima pour se remettre au niveau de l'inflation. Il y a un effet de tassement des salaires qui sont au-dessus du SMIC, parce qu'en France, on a fait le choix, qui était un bon choix, de réduire le coût du travail, notamment sur les niveaux SMIC et jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Mais on a, dans une économie, encore une fois, tertiaire de la connaissance, besoin d'ingénieurs, besoin de personnes qui sont très qualifiées, qui sont payées plus cher. La seule façon de s'en sortir dans la compétition mondiale pour nous, pour la France, pour l'Europe, c'est de sortir de l'économie low cost le plus possible pour aller vers une économie qui crée beaucoup de valeur ajoutée. D'ailleurs, les entreprises qui prospèrent sont celles où il y a des taux de marge très élevés. Les industries de la mode et du luxe, la cosmétique, les vins et spiritueux, et qui sont d'ailleurs les entreprises qui exportent beaucoup. La cosmétique exporte beaucoup au Royaume-Uni, par exemple. Donc, c'est sur ces secteurs-là. Et juste pour terminer, on a des problèmes très liés dans certains secteurs aussi aux conditions peut-être de temps de travail qui doivent évoluer, avec des attentes des jeunes qui sont différentes aussi à l'égard des entreprises, avec des rapports de force qui ont évolué, puisqu'il y avait un chômage de masse pendant des décennies en France. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il y a un rapport de force sur le marché du travail qui évolue, où il y a eu à un moment donné même, j'allais dire, plutôt des salariés qui choisissaient leur entreprise que des entreprises qui choisissaient leurs salariés. Avec la moyenne du taux de chômage, ça veut tout et rien dire. Dans certains secteurs, il y a une pénurie très, 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 très grave. L'hôtellerie, la restauration, il y a des hôtels qui ferment des ailes l'été parce que de leurs hôtels parce qu'ils n'ont pas le personnel. Et on a le numérique, j'en parlais, qui est très dynamique. On a besoin de 60 000 ingénieurs par an. On en produit, entre guillemets, 35 000. Donc, on a des pénuries. On l'a avec les médecins, les déserts médicaux. Et ça, c'est un vrai problème sur l'emploi. Les gens n'ont pas envie d'aller dans des territoires où il y a des déserts de services publics, où il y a des déserts médicaux. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là. Donc, c'est vraiment une question assez compliquée. Il y a la réforme de France Travail, qui normalement doit aussi chaîner toute l'action de Pôle emploi, de toutes ces missions locales
liés à l'emploi qui aujourd'hui travaillent tous, comme on dit, en silo. Et donc, il y a ce chaînage qui doit être fait. Maintenant, est-ce que ça va réussir à produire ses effets? On l'espère. En tout cas, on est obligé d'accompagner ce mouvement. Alors, on va laisser la parole à nos invités qui ont peut-être des questions à vous poser. Mais en conclusion, l'année 2024, vous la voyez positivement ou avec des défis insurmontables, parce qu'il y a quand même en plus ces conflits qui sont dans l'Europe et aux portes de l'Europe qui auront un impact. C'est une grande année d'élections aussi, élections au Royaume-Uni, élections en Europe avec possibilité des grands changements au niveau des gouvernants, que ce soit en Europe comme au Royaume-Uni. Comment, en conclusion, l'année 24 pour vous, ça sera? C'est une année qui ne sera pas vraiment différente des années précédentes pour nous, dans le sens où on est mobilisé. Nous, on est mobilisé, on essaie d'être le moins. Alors là, ce qu'on fait, on commente un peu les choses, mais dans le quotidien de notre travail de lobby, on est moins commentateur qu'acteur. On essaie de proposer des solutions, des amendements au Parlement européen, vous parlez des élections européennes. Là, on va engager un Tour de France, donc je vais traverser 24 villes en un mois et demi pour aller remonter ce qui ressort des entreprises, de nos adhérents comme difficulté pour ressentir, on a une idée des difficultés, mais pour ressentir si on est sur les bons sujets, au bon niveau d'engagement, si on n'a pas oublié quelque chose. Et donc, en février, on fera nos propositions. Et nos propositions, on les portera auprès des candidats, on auditionnera les têtes de liste, donc on est dans l'action. Je prends un exemple très concret parce qu'on a fait beaucoup un peu de théorie là, dans la discussion, mais les délais de paiement. Donc, il y a eu une révision de la directive délais de paiement. Cette révision, qui a un règlement d'application directe potentiellement, donc qui va toucher tous les pays européens d'un coup sans transposition, vise à réduire les délais de paiement avec, attendez, réduire les délais de paiement à 30 jours stricts. Mais le but de cette révision, c'était de lutter contre les retards de paiement. Et le diable se cache dans les détails. Les délais de paiement et les retards de paiement, ça n'a rien à voir. Les retards de paiement concernent une entreprise sur deux. Les retards de plus de 30 jours concernent 15% des entreprises et les retards concernent très fortement beaucoup plus la sphère publique que la sphère privée. C'est ce que j'allais vous dire. Il faudrait que déjà la sphère publique. Oui, mais donc, ce n'est pas en réduisant des délais que vous allez forcément réduire les retards, parce que les retards sont liés à trois grands cas de figure. À la personne qui a un problème de trésorerie, donc vous aurez beau réduire le délai, ça va pas, s'il a un problème de trésorerie, ça ne va pas diminuer son problème. Vous avez des entreprises qui ont des retards parce qu'elles ont des systèmes très complexes de RP, j'allais dire, qui ont ça ne les excuse pas, mais qui ont un système administratif beaucoup trop lourd. Et puis, vous avez le troisième cas, c'est-à-dire du mauvais payeur. Et donc, il y a beaucoup de mauvais payeurs. Il y a beaucoup de mauvais payeurs, mais dont l'État, principalement l'État, ou en tout cas les collectivités, les hôpitaux, etc. Bon, mais des administrations de manière générale. Lorsque vous dites, vous allez réduire aujourd'hui, donc la réglementation prévoit jusqu'à 60 jours avec des possibilités d'exonération sectorielle à 30 jours. Vous oubliez, pour tous les secteurs, dans toutes les relations B2B, sans possibilité d'y déroger, vous oubliez beaucoup de choses. Vous oubliez toutes les entreprises qui portent des stocks. Vous oubliez, par exemple, toutes les entreprises qui, par exemple, les collections textiles, qui sont saisonnières. Vous pouvez les acheter bien en avant. Vous récupérez de l'argent, notamment les petits commerçants. On a tous les petits commerces qui sont venus nous voir en disant, mais nous, on achète nos collections, 6 mois avant. Donc, on revend après aux consommateurs. On récupère l'argent et on a des termes commerciaux, on paye une partie. Vous avez les producteurs de jouets, des produits à très il y a des secteurs saisonniers. Oui, mais c'est ce que je vous disais avec la blanchisserie. C'est-à-dire que vous avez le secteur du bois qui de temps en temps vend, je ne sais pas quoi, sur pied un an à l'avance. Vous avez plein. Oui, mais c'est quand vous rentrez dans ces détails, vous voyez qu'il y a plein malheureusement, je connais bien. Dans les pays, la France là-dessus était très en retard par rapport aux autres pays. Si on prend les pays, et je prends le Royaume-Uni, par exemple, hein, on ne payait pas à 180 jours comme on payait en France, si vous voulez, là-dessus. Je dirais que sur ce point, vous avez raison, il y a des secteurs où, en effet, il faut regarder. Mais l'État français était le premier à être un mauvais payeur. Ben oui, et c'est ce qu'on dit. Et ça, si vous voulez, et que cette mauvaise habitude
qu'il y avait en France, c'était des mauvaises habitudes où on payait à 90 jours, puis c'était 90 jours le du mois suivant, et puis après c'était 180 jours. Et ce n'était pas. Et alors que dans d'autres pays européens, c'était pas du tout Oui, le mais cas. c'est mon propos, c'est-à-dire que vous faites une réglementation pour toutes les entreprises B2B, même des secteurs où ça se passe Oui, bien, mais à partir où il de y a un là, modèle économique qui est organisé, vous allez déstructurer tout un modèle économique pour aller traiter un sujet qui est ciblé. Alors, je vous assure, on a toutes les statistiques et j'ai ce sujet-là. Pour le commerce, vous savez combien ça a coûté? 150 milliards d'euros de swing de trésorerie à refinancer. Maintenant, au taux d'intérêt actuel, c'est des faillites dans le secteur du commerce, très sérieusement. Sur les produits frais, c'est payé à 30 jours. Sur les produits non frais où il y a du stock, c'est pareil pour le bâtiment. Vous changez tout le modèle économique dans le bâtiment. Et parce que vous avez des réserves sur les chantiers de ça, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Il faut faire attention. Aller taper les gens qui ont des retards, tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que personne ne s'oppose à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne paye pas à l'heure, et d'ailleurs c'est principalement la sphère publique, ça serait bien qu'ils s'appliquent à eux-mêmes, quelqu'un qui ne paye pas à l'heure, vous tapez pour le durcissement, pour que automatiquement quelqu'un vienne taper s'il y a la trésorerie, parce qu'attention, on a des entreprises qui nous disent, nous, on a des contreparties qui vont pas bien à un moment donné, on veut pas les faire, on veut pas qu'il y ait une contrepartie extérieure qui vienne les tuer complètement et qu'on retrouve rien. De temps en temps, il y a des gens qui sont totalement qui s'arrangent. Donc, ce que je veux vous dire, nous, on a un observatoire des délais de paiement en France. Donc, on a créé des choses. Cet observatoire des délais de paiement, il a des statistiques objectivées. Pour la France, sur la partie B2B, les choses, pas l'univers, je vous dis une entreprise sur deux. Mais la plupart des entreprises, la très grande majorité, c'est des délais de moins de 30 jours, celles qui sont en retard. C'est la petite minorité qui paye au-delà de 30 jours. Mais la question pour nous, c'est d'avoir des chiffres objectivés et de sanctionner ceux qui payent au-delà de la date de contrat. C'est ce qui est prévu, ça. Non. Les sanctions, elles vont devenir beaucoup plus fortes. Oui, mais ce n'est pas seulement ça. Ce qui est prévu, c'est d'une façon extrêmement dirigiste, sans liberté, sans laisser de liberté contractuelle, quels que soient les secteurs, quelles que soient les relations. Ça s'appliquera aux TPE, ça s'appliquera aux PME, quels que soient les secteurs, de devoir payer à 30 jours stricts. Je suis désolé, si vous êtes dans un marché à très forte saisonnalité, que vous fonctionnez bien, qu'il n'y a aucune accidentologie dans votre secteur et que c'est prouvé par les statistiques et qu'on n'a aucune des fédérations professionnelles, ni des fournisseurs, ni des intermédiaires, ni des utilisateurs finaux qui le demandent, pourquoi utiliser un bazooka pour aller régler des problèmes dont vous avez raison qui existent et qui sont inacceptables parce que c'est un dérèglement de la chaîne économique et de l'ordre économique. Mais cela, on est tous d'accord, la question ne se pose pas. Le problème vient de la confusion entre retard de paiement et termes de paiement, délai de paiement. Parce que demain, la pente que pourrait prendre la Commission européenne, c'est de dire quoi? C'est dire, parce qu'en fait, l'idéologie sous-jacente, allons, disons les choses, l'idéologie sous-jacente, c'est de dire, il y a des pauvres PME, tout est parti de là, il y a des pauvres PME dans la distribution qui font face à des mastodontes de la grande distribution et qui sont pressés comme des citoyens. Voilà. Mais ça, c'est l'idéologie. Mais c'est appliqué à tout le monde. Déjà, on pourra en discuter de ça, mais je parle de ça, c'est appliqué à tout le monde. Mais attention, l'idéologie, si on la laisse passer, demain, si même vous dites ça, parce que c'est séduisant, peut-être intellectuellement, le pot de terre contre le pot de fer. Si vous dites ça, demain, vous pouvez dire, mais toutes les autres conditions d'exécution du contrat pour aller voir ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a des gens qui sont fragiles contre des gens qui sont puissants. Donc, vous pourrez dire, mais pourquoi on ne va pas encadrer le prix? Pourquoi on ne va pas voir leur négociation de prix? Ce qui existe aussi, ce qui existe en France. Pourquoi on ne voit pas les conditions d'exécution du contrat sur la livraison, etc. Là, on passe un peu la débat de l'année 2024. C'est la liberté contractuelle. Oui, mais c'est des principes très importants. Et alors, en plus, en parlant à une chambre de commerce avec les entreprises du Royaume-Uni, je pense que la liberté contractuelle, elle est là. Non, mais que vous... Alors là, je vais vous dire, vous allez faire plaisir nos amis britanniques qui sont contre l'Europe au niveau justement de ce dirigisme et de cette suppression de liberté contractuelle. Là-dessus, on ne peut être que d'accord avec vous sur ce sujet. Et je dirais que c'est un des sujets. Voilà, mais voilà, c'est pas le sujet principal. Donc, merci quand même de tous ces échanges. Et je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle. Oui, il y en a une. Il y a une question sur Zoom. Oui. Donc du CEO de Lefebvre-Sarru, qui dit donc merci beaucoup pour votre intervention et vos propositions très concrètes. Juste une question sur un point que vous avez commenté sur la simplification souhaitée par le président de la République.
Ce souhait n'est pas nouveau, mais a rarement été suivi de fait. Nous restons le pays le plus réglementé d'Europe. C'est particulièrement handicapant pour les ETI dont nous avons tant besoin. Ma question est simple. Croyez-vous à un véritable choc de simplification à venir? Alors, je ne crois pas au choc de simplification à venir s'il ne prend pas en compte l'angle européen. Pourquoi? Parce que 70% des réglementations qui encadrent la vie de nos entreprises aujourd'hui trouvent une origine européenne. Donc, si on a une approche qui est uniquement française, déjà, on élimine 70%. Et dans les 70%, c'est purement quantitatif, mais si on parle de l'aspect qualitatif, peut-être en niveau, je ne sais pas si je peux utiliser cette expression, mais en niveau d'emmerde, peut-être que ces 70% représentent 99% des problématiques quotidiennes dans les entreprises. Donc, on ne peut pas imaginer ça sans le niveau européen. Le niveau européen, on ne peut pas agir seulement la France. Donc, la crédibilité de ça viendrait aussi de ce que fait l'Europe. Et là, on a des difficultés majeures puisque le président de la République avait annoncé ou avait demandé, aussi avec notre pression, qu'il y ait une pause réglementaire européenne, puisque ça part dans tous les sens. Il y a des textes utiles, hein, on n'est pas caricaturaux, anti-réglementation, surtout. Il y a des réglementations, je disais, qui permettent de structurer les investissements. Mais on a 200 textes en parallèle à l'échelle européenne. Je prends l'exemple du Green Deal, il n'y a que 60% des textes qui sont passés, il en reste 40%. On parle de textes nouveaux avant même que les textes précédents soient digérés, appliqués, mis en œuvre. On a des textes qui ont des études d'impact très lacunaires. C'est le cas des véhicules électriques. On se rend compte qu'il n'y a eu aucune réflexion sur les chaînes d'approvisionnement, notamment des matériaux stratégiques. On voit avec la Chine aujourd'hui le contrôle des exports sur le graphite, sur le germanium, sur un certain nombre d'éléments qui sont essentiels pour les batteries et puis pour la décarbonation au sens large, pose un problème. Comment on peut faire envoyer tout un pan de l'industrie européenne dans une direction sans avoir au préalable réfléchi à comment on allait fournir cette industrie en intrants. Donc, il y a des études d'impact qui sont extrêmement problématiques, mais d'une façon générale, on a réussi, nous, avec les autres patronats européens, à convaincre nos gouvernements, qui ont quand même leur mot à dire dans le processus européen. Donc, gouvernement français, gouvernement allemand avec le chancelier Scholz, il y a eu une initiative franco-allemande, mais même cette initiative franco-allemande pour réduire la charge réglementaire européenne a du mal à trouver une traduction. La présidente de la Commission a annoncé qu'il y aurait moins 25% d'obligations de reporting, puisque les obligations de reporting au quotidien, c'est vraiment un truc qui est assez pénible. Finalement, on transforme les entreprises en documentalistes, en devant tout le temps trouver sur chaque fois quand on ouvre une relation commerciale, on doit documenter qui est le bénéficiaire ultime, etc., les passeports. Tout ça, ça prend du temps, c'est des coûts, il y a des auditeurs. Donc, ils n'arrivent pas à trouver les lignes qui vont supprimer. Ils l'ont annoncé il y a quelques mois, mais dès qu'ils rentrent dans les travaux pratiques, ils ont une grande difficulté à enlever quelque chose de l'étal, parce que, encore une fois, tout est imbriqué. Et puis souvent, ce qu'ils enlèvent n'a pas le même poids que ce qu'ils remettent dans les tuyaux. Le devoir de vigilance, on va devoir finalement contrôler ce qui se passe chez le sous-traitant, du sous-traitant, du sous-traitant, du sous-traitant, avec des responsabilités civiles, pénales. C'est un enfer quand même. Ce qui fait qu'on se coupe, encore une fois, je parlais des éléments géopolitiques, mais on se coupe des pays émergents. Parce que des chefs d'entreprise, notamment, à un moment donné, on n'a pas envie de signer un truc dans un pays, on se dit c'est pas assez rentable par rapport à tous les risques et justement les embêtements qu'on peut pouvoir avoir. Et donc, un plan qui ne prend pas en compte cet aspect européen, je rappelle 5000 pages de texte en 5 ans, 850 nouvelles obligations. Nous, 850, je crois, 12 par mois pour les entreprises dans les 5 dernières années. Pas toutes illégitimes, mais beaucoup qui ne sont pas forcément utiles ou pertinentes. Et donc, je n'y crois pas, nous n'y croyons pas, s'il n'y a pas l'aspect européen. C'est pour ça qu'on se bat sur l'aspect européen. Et après, sur l'aspect français, non, parce qu'ils n'ont pas la main tout seuls et qu'en plus, ils comprennent bien la difficulté de faire évoluer, changer ce paquebot. Donc, c'est vraiment très complexe. Hein. C'est organisé quand même pour que ce soit assez compliqué d'impacter le processus. Et donc, après, sur l'aspect français, nous, on y croit parce que les seuils, etc., c'est des choses qui sont là-bas. Ça ne mange pas de pain, si j'ose dire. C'est assez simple. Il peut y avoir des petits trucs français. Mais on voit bien qu'en creux, on avoue toujours notre impuissance. Lorsque Agnès Pannier-Runacher avait annoncé 72, je ne sais pas que ce n'était pas des pôles de compétitivité, c'était des pôles où on pouvait avoir des processus accélérés pour construire son usine, ça veut bien dire en creux que c'est un enfer pour les autres personnes. 3 ans pour avoir les permis en France pour construire une usine en moyenne, 2 ans, 3 ans. En Allemagne, c'est un peu moins, mais c'est toujours trop long.
Il y a une loi sur le Net Zero Industry Act européenne qui permet de l'accélération sur les projets, les permis, notamment sur tout ce qui est décarbonation. On verra si on a l'autorisation, par exemple, d'avoir des permis pour refaire des mines, puisqu'on va devoir. On a ces minéraux, on a ces cartes géologiques en Suède, en France, partout, on les a. Donc maintenant, il faut les extraire pour réussir la décarbonation. Donc, j'y crois pas s'il n'y a pas l'aspect européen, et pour le moment, c'est quand même. Oui. Je ne sais pas si on a le temps, mais j'ai deux petites questions. Je dirais un petit peu avec un grand sourire, c'est que la façon qu'on a réduit la complexité au Royaume-Uni, c'est qu'on a réduit les nombres de fonctionnaires et que c'est ça qui a donné un mouvement de simplification. Mais j'ai deux petites questions plus globales parce que je vois Europe dans votre titre. Un, qu'est-ce que le MEDEF pense aujourd'hui de la, je ne sais pas si explosion c'est le bon mot, mais de le système de gestion économique d'Allemagne qui semble être en train d'être démantelé par le peuple, de ce qu'on lit dans les journaux. Et ma deuxième question, c'est comment on va droit vers un nouveau gouvernement de gauche au Royaume-Uni qui a l'envie de se rapprocher de nouveau de l'Europe. Et je pense que c'est un fait. Ce sera un miracle que ce n'est pas ça. Comment est-ce que vous voyez ça comme une bonne chose? Moi, mon avis reste bien évidemment indépendant, mais je dis juste que comme 40% des gens qui ont voté pour le départ ont déjà décédé, c'est quand même les générations à venir. Alors, plusieurs choses. La première, sur le nombre de fonctionnaires. C'est vrai qu'il y a, c'est pas si anecdotique que ça, parce qu'il y a à peu près 30 000 fonctionnaires à la Commission européenne, et donc plus on en a, plus les gens doivent produire des choses, c'est normal, ils font leur travail, ils produisent, etc. Donc, plus on en a, plus ça produit. Il y a l'exemple tout à fait opposé de la tronçonneuse argentine, dont on va voir si elle produit les effets escomptés ou pas, peut-être. C'est la version hardcore. Ce qui est vrai, c'est qu'en France, on a réduit le nombre de fonctionnaires au niveau de l'État, mais on a augmenté ceux des collectivités locales. Et donc, au final, il y a un volant de 5 millions. Ouais, ça a quand même tendance à toujours croître. Il y a eu une tentative à un moment donné de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui partait à la retraite. Bon, on a du mal à maîtriser la dépense publique et je ne reviens pas là-dessus, mais c'est vrai que c'est un problème, c'est-à-dire que on est un peu dans un système où tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, bon, ce genre de truc, alors qu'on aimerait que tout soit autorisé, sauf ce qui est interdit, c'est un peu la logique. On devrait avoir de liberté, de principe d'innovation, au lieu de ce principe de couardise, finalement, ce principe de précaution. On devrait avoir un principe d'expérimentation. On est un pays d'ingénieurs, de sciences, de rationalité, de lumière. C'est hallucinant de dire on interdit des expérimentations, on interdit de la recherche par idéologie, par principe, par la précaution. Ça, je pense que l'Europe qui entreprend, c'est vraiment nos combats. Sur les questions plus fondamentales, l'Allemagne, je ne suis pas un expert de l'Allemagne, mais comme vous, je constate qu'il traverse une crise absolument majeure sur tous les piliers qui est aujourd'hui très documenté. Je ne parle pas de l'énergie parce que c'est dans tous les journaux, mais c'est quand même un problème et ils en ont pour 10-15 ans. 10-15 ans, donc ce n'est pas une paille. Donc ils sont pliés sur 10-15 ans avec des coûts de l'énergie chers et donc une compétitivité de leur industrie qui est totalement démonétisée parce qu'ils ont un niveau de fiscalité plus bas. Ils ont des charges sur le travail plus bas, il y a des petits jobs, etc. Mais ils ont un problème aujourd'hui de coût de l'énergie qui explose face à des compétiteurs qui ont fait la révolution. Les États-Unis ont fait la révolution énergétique avec le gaz de schiste. Ils sont totalement indépendants, ils ont des coûts d'énergie bien plus faibles, d'autres pays ont d'autres ressources. Et donc, l'Allemagne, à ce sujet, on sait tous qu'ils comptaient sur du gaz russe et qu'aujourd'hui, ils ne l'auront pas. Donc, ils ont ce premier problème d'énergie, ils ont ce deuxième problème de défense, hein, parce qu'aujourd'hui, ils ont quand même un peu peur et il y a des motifs donc de crainte et donc ils doivent réinvestir l'aspect militaire dans un pays qui a un rapport compliqué avec son armée et puis ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est pas simplement de mettre de l'argent sur la table, le militaire. C'est comme le nucléaire, quand on perd l'expertise, on perd l'expertise. On a vu en construisant Flamanville tous les retards, il y a une perte d'expertise. C'est pas simplement de dire allez, on construit tac, tac, tac. J'espère que l'extension d'Hinkley Point va aller beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup de trucs, parce qu'il y a de l'expertise qui est reconstituée. Donc, ils ont ce problème-là. Ils ne savent pas trop. Ben, on voit bien avec les élections américaines s'ils peuvent se fier aux États-Unis ou pas. On voit bien qu'il y a quand même aussi, en dehors de la personnalité du président des États-Unis, philosophiquement, il y a cette tension dans l'électorat américain. Donc, je ne parle pas des personnalités des présidents, dans l'électorat
toujours cette tentation et entre l'isolationnisme et l'interventionnisme. Et puis, ils sont ultra exposés à la Chine. Ils ont 3% de leur PIB exposé à la Chine. Juste à titre de comparaison, la France, on est exposé à 1,5. Donc, on n'a pas la même exposition à la Chine, donc on n'a pas les mêmes décisions. L'industrie automobile allemande, ce n'est pas un vain mirage. Ils ont une vraie puissance et ils ont une vraie force en Allemagne et c'est vraiment pour eux plus qu'un totem. C'est l'équivalent du nucléaire chez nous, on va dire. C'est des industries matricielles. Et donc, ils ne peuvent pas se dérisquer de la Chine rapidement. Et puis, il n'y a pas de marché aujourd'hui qui a la capacité d'absorber autant et de leur donner autant que la Chine. C'est ça la réalité. On a beau essayer. Alors, ils poussent comme des fous sur signer des accords commerciaux ailleurs avec le Mercosur. Nous, on bloque. Enfin, nous, pas le MEDEF, on est pour l'accord Mercosur, mais le gouvernement français, en disant il n'est pas soumis à l'accord de Paris. Et on voit bien d'ailleurs, c'est peut-être un dernier point intéressant, puisque vous avez Global Britain, on va signer des accords avec tout le monde. On voit bien que l'acceptabilité sur les accords commerciaux est très difficile, à tort ou à raison, on pense à tort. Si on voit le CETA avec le Canada, le CETA, la balance est très positive depuis la signature du CETA, même s'il n'est pas ratifié, il est en route, enfin, il est en cours, pour la France et pour l'Europe. On a un excédent de la balance commerciale, des investissements, etc., favorable pour nous. Donc il y a des motifs, et ça n'a pas été un accord horrible pour l'agriculture comme il est imaginé souvent. On essaye de signer des accords avec la Nouvelle-Zélande, je crois qu'il est en cours. L'Australie, il y a eu un petit problème, mais c'est du côté australien. Les questions, encore une fois, de la filière, on va dire, agricole. Le Chili, le Mercosur, le Mexique. Enfin, il y a un certain nombre d'accords qu'on essaye de signer, mais c'est de plus en plus difficile. Et les pays émergents avec lesquels on signe, comme on peut mettre beaucoup de clauses environnementales, nous disent, mais vous faites un impérialisme vert, nous, on n'a pas envie, etc. Donc, la difficulté pour nous, c'est d'avoir un système, comme je disais tout à l'heure, qui va vers la décarbonation sans fermer ses frontières, mais en même temps, si on les laisse ouvertes, et qu'on met plein de réglementations à nos entreprises, on n'a pas du tout un level playing field, on a un problème. Donc, c'est vraiment très complexe. C'est pas un truc de noir ou blanc. La zone est grise, le point de discernement est toujours en évolution constante avec ce qui se passe ailleurs. Et peut-être le dernier point que je pourrais dire, c'est justement ça. C'est que la réglementation, le grand mot d'agilité, l'agilité autour de la réglementation, de la fabrique de la norme est trop lourde pour s'adapter rapidement justement à ce point d'équilibre qui bouge tout le temps. Ça m'a quand même été un des problèmes qu'on a eu au départ, à un moment avec le Royaume-Uni, ces problèmes de normes différentes d'un pays à l'autre, compte tenu après Brexit. Et là, il y a eu, ça c'est quand même, finalement, c'était quand même des problématiques que rencontrent les entreprises, mais notamment quand on est dans cette idée de business as usual, ben, on y arrive. On a eu en 2022 des échanges qui ont été plus importants qu'on les avait avant. Il y a l'effet inflation. Et après l'effet inflation, c'est évident, mais pas uniquement. Il y a l'effet en volume net également. Et c'est ça qui est très important, c'est aussi avoir la volonté de trouver des solutions, que les deux pays trouvent des solutions. Et sur le Royaume-Uni, pour finir, donc sur le Royaume-Uni, nous, on est extrêmement, j'allais dire triste, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, on ne comprend pas le Brexit côté monde économique, force économique française. Pour nous, c'est une balle dans le pied. Enfin, on ne comprend pas la rationalité du sujet. Alors après, il n'y a pas que des enjeux économiques. Donc voilà, et puis on ne se substitue pas à un choix souverain d'un peuple, d'un pays. Mais notre point de vue, c'est que c'est une balle dans le pied pour le Royaume-Uni. Et notre point de vue, c'est qu'on a besoin d'avoir un Royaume-Uni fort, ouais, dans l'Europe, fort. Et on a les mêmes sujets, on a les mêmes enjeux, on a les mêmes valeurs, et on ne peut pas changer la géographie. Donc, le Global Britain, il n'est pas si simple à mettre en œuvre que ce que certains imaginaient. Et ouais, c'est quand même compliqué. Et surtout, on voit bien que les premiers partenaires commerciaux de la Grande-Bretagne, ils sont quand même beaucoup en Europe continentale. Donc, se mettre des complexification en plus. Alors, c'est très bien pour la chambre de commerce parce qu'il y a plein de gens qui vous appellent et ça crée du travail pour vous. Non, pas ça. Non, mais en tout cas, il serait souhaitable d'avoir beaucoup plus de proximité. Alors, nous, on est ravis d'accueillir à Paris de plus en plus de banquiers de la City. Bon, la City ne s'est pas écroulée, mais je crois quand même que c'est 10% de moins de trucs. Alors, 10%, on peut dire que ce n'est pas beaucoup, mais au final, ça grignote, ça grignote. Qui sont redispatchés à Francfort, Amsterdam et Paris. Mais nous, on le voit à Paris, il y a quand même pas mal notamment dans le Bank of America a quand même ouvert un gros truc. Alors, c'est pas le simple Brexit, toutes les banques, JP, Goldman Sachs, etc. Donc,
nous, ça nous va bien, mais on ne peut pas se dire, tiens, si ça ne va pas bien au Royaume-Uni, c'est bien pour nous parce que c'est un des premiers partenaires commerciaux. Non. On exporte, on a d'ailleurs, je crois, une balance positive, nous, la France, qui est assez rare. On a une balance positive sur les biens. Oui, Par contre, sur les services, le Royaume-Uni a une balance positive. gardons les biens. Alors, non, mais globalement, c'est Interdisons les services. non, les biens sont beaucoup plus importants. Voilà, Donc voilà ce que je voulais dire. Donc, au Royaume-Uni.